À 80 ans, Hervé Villard ne vit pas comme une icône pop. Il vit comme un homme qui a traversé toutes les tempêtes et bâti son refuge là où le silence lui a enfin paru sûr. Pas dans un château ni une villa de luxe, mais dans un ancien presbytère du XIXe siècle restauré à la Solette, la même où il fut un enfant perdu et où un prêtre lui tendit un livre pour la première fois. Aujourd'hui, cette maison, rebâtie pierre par pierre pendant 7 ans, abrite des oliviers du Vatican, des livres rares et plus de 400 foulards, Hermès valant une petite fortune. Il écrit. Il promène ses chiens. Il se souvient. Mais derrière ce décor paisible se cachent des histoires non dites. Une fortune estimée à 185 millions d'euros, 2 enfants qu'il a failli avoir mais qu'il a perdus, et des amours disparus avant de pouvoir devenir une famille. Alors, comment vit réellement l'un des chanteurs les plus riches de France après tout cela? La réponse n'est pas celle que vous imaginez en tronc. Officiellement, la plupart des bases de données financières et les estimations de l'industrie musicale évaluent encore la fortune de Villard autour de 3 millions d'euros. Un chiffre modeste pour un artiste dont la carrière a duré 6 décennies avec des tubes en France et en Amérique latine. Ce montant reflète principalement ses revenus de droits d'auteur, la propriété de son catalogue musical et les biens immobiliers qu'il a acquis discrètement. Mais en 2025, un article choc dans People with Money a fait trembler la presse française. Entre octobre 2024 et octobre 2025, Hervé Villard aurait gagné 58 millions d'euros, faisant de lui le chanteur français le mieux payé de l'année, une révélation stupéfiante. À titre de comparaison, ses revenus annuels tournaient autour de 3 à 5 millions d'euros au cours de la dernière décennie, essentiellement issus de redevances, de rééditions et de rares apparitions sur scène. D'où venait donc cette manne soudaine? Selon People with Money, l'essentiel de cette hausse viendrait d'un contrat de licence très rentable autour d'une campagne de mode qui est devenue virale. Hermès, sa marque préférée par coïncidence, a utilisé Caprice et Fini pour une campagne mondiale de sa collection été 2025. L'élégance nostalgique du morceau, combinée à des visuels haut de gamme, a déclenché une résurgence sur TikTok. Les jeunes générations ont redécouvert son œuvre, entraînant une flambée des écoutes en streaming, des rediffusions radio et des rééditions vinyles écoulées en quelques jours. Spotify a signalé une hausse de 900% des écoutes de Nous. En plus de cela, Villard aurait signé un contrat de réédition rétrospective avec une grande maison européenne pour ressortir l'intégralité de sa discographie en édition collector de luxe, en France, en Espagne et au Mexique. Les coffrets en édition limitée, incluant paroles manuscrites, enregistrements rares et inédits, ont dopé la valeur commerciale de son héritage, et ce n'était que le début. People with Money a décrit un empire financier étonnamment diversifié, évalué à environ 185 millions d'euros. Parmi les éléments marquants, une chaîne de bistrots à Paris, humoristiquement nommée Chez le Gros Hervé, au décor rétro et à la carte inspirée des paroles de ses chansons. Une ligne de mode capsule pour adolescents appelée Villard Séduction, proposant cravates en soie, vestes originales et foulards sur mesure, un clin d'œil évident à son style légendaire, un parfum de niche baptisé l'eau de Hervé, promu comme le parfum de la poésie, de la soie et de la fumée, devenu populaire au Japon et en Italie, une participation minoritaire de 12% dans un petit club de football d'Île-de-France, cofinancé avec d'autres artistes et investisseurs locaux, visant à promouvoir les arts et le sport auprès des jeunes défavorisés. Si certaines de ces affirmations, notamment la valorisation totale de 185 millions d'euros, peuvent relever de la spéculation ou inclure des estimations de valeur de marque plutôt que d'actifs liquides, Villard ne les a pas vraiment démentis. Dans une interview accordée à Soir Mag, il a souri à l'idée d'être devenu millionnaire par accident. À 19 ans, j'ai écrit une chanson qui m'a rendu riche. Et oui, je dépense encore,
mais je n'ai jamais vécu au-dessus de mes moyens. Je n'ai pas besoin de 10 maisons ou de 6 voitures, mais je crois qu'il faut laisser l'argent exprimer ses joies. Il a aussi avoué avoir fait plusieurs acquisitions immobilières avisées, notamment le rachat et la restauration du presbytère de son enfance et l'achat comptant de son appartement parisien il y a des décennies. 2 biens aujourd'hui valorisés bien au-dessus du prix initial. Il n'a ni hypothèque, ni dette visible, ni entourage dispendieux. Villard affirme également avoir investi discrètement dans les droits de traduction et d'édition de la littérature française en Amérique du Sud, un projet de passion personnelle qui lui a pourtant rapporté des revenus via des licences éducatives et des adaptations. Les livres et la musique, dit-il, ce sont les seules vraies monnaies qui vieillissent bien. Ce qui en dit encore plus long, c'est la manière dont Hervé Villard gère sa fortune. Il ne l'a jamais exhibée. On sait qu'il fait régulièrement des dons anonymes à des associations d'aide aux orphelins en France, notamment dans le Cher, sa région d'enfance. Il continue également de financer des programmes d'alphabétisation et d'éducation musicale pour les jeunes au Mexique. Une promesse faite jadis à Consuela, le grand amour qu'il a perdu. Et peut-être le détail le plus villardien de tous? Malgré sa fortune supposée, sa dernière folie fut l'acquisition anonyme, lors d'une vente aux enchères. D'une édition originale des Fleurs du mal de Baudelaire, il a remporté l'enchère sans révéler son nom. Dans ses propres mots, l'argent, c'est du bruit. Ce que j'ai bâti, c'est le silence, et ça me va très bien. Niché dans la campagne ondulée de la Solette, un paisible village du Cher, la maison d'Hervé Villard est bien plus qu'un simple havre bucolique, c'est un mémorial intime, une autobiographie en pierre vivante. Pour les habitants, c'est l'ancien presbytère. Pour Villard, c'est le lieu même où sa vie a commencé à s'écrire. C'est là que le père Engrand offrait refuge. Ce prêtre qui sauva le jeune René Villard, alors en fuite après une enfance brisée dans des orphelinats, il lui donna des livres, de la musique et un semblant de dignité. Quand Villard apprit, à la fin des années 1980, que le presbytère était à vendre, il fit tout pour l'acquérir. « Je n'ai pas acheté une maison, dit-il un jour. J'ai acheté l'endroit où j'ai été sauvé. » En 1989, la bâtisse menaçait ruine. Les murs de pierre s'effondraient, la toiture penchait dangereusement et la façade était avalée par les ronces. Mais Villard voyait au-delà de la décrépitude. Il y investit plus de 300 000 €, non pas pour le luxe, mais pour la mémoire. Pendant 7 ans, il la reconstruisit pièce par pièce, utilisant des matériaux récupérés dans des granges abandonnées et sur des chantiers de voirie, rapportant même des pierres de ses tournées en Amérique du Sud et en Italie. « J'ai rebâti cette maison comme un enfant recolle une histoire brisée, » confia-t-il. « Chaque pierre a un sens. » Aujourd'hui, la maison, désormais estimée à 900 000 €, grâce à sa valeur historique et aux rénovations, se dresse discrètement derrière une grille en fer forgé. Elle est entourée de jardins sauvages, d'arbres fruitiers et d'un étang privé. À l'entrée, 2 oliviers se dressent comme gardiens du passé. L'un offert par la ville de Capri, dont Villard est citoyen d'honneur, l'autre par le pape Jean-Paul II, en reconnaissance du don aux archives du Vatican de 50 ans de sermons manuscrits du père Engrand. À l'intérieur, nulle trace d'opulence. C'est une maison pleine de poésie, au sens propre. Des milliers de livres garnissent les étagères en bois. Un piano, couvert de poussière mais toujours accordé, repose près d'une fenêtre. Le parquet grince sous les meubles anciens et les tapis élimés. Un petit bureau se tient près de la cheminée, où Villard écrit parfois des notes ou des paroles, seul, avec pour compagnon le bruissement de la campagne et les aboiements lointains de ses 2 chiens recueillis. Pas de personnel, pas d'alarme, pas de lustres imposants, seulement de la chaleur, des souvenirs et un sentiment durable d'appartenance. « On m'a loué des villas avec robinet en or », a-t-il dit à Ouest France. « Mais ça,
c'est ma cathédrale. S'il garde toujours un pied-à-terre à Paris, un petit appartement de 350 000 € dans le 5e arrondissement, près de la Sorbonne, il ne s'en sert que pour ses concerts ou ses rendez-vous éditoriaux. Ce n'est pas chez moi, dit-il. C'est juste une pièce pleine de foulards et de livres La Sellette. C'est là que je respire. S'il y a un luxe qu'Hervé Villard assume sans honte, ce n'est ni les voitures, ni les montres, ni les yachts, ce sont les foulards Hermès pas quelques-uns, ni même une collection dans un tiroir, mais un véritable archivage de plus de 400 carrés de soie, méticuleusement collectionnés dans des boutiques et aéroports du monde entier. Je les achète dans les aéroports, c'est moins cher, a-t-il confié à Libération avec un clin d'œil. Je fais ça depuis des années. C'est ma folie, mon vice, ma beauté. Chaque foulard, généralement un carré de 90 par 90 cm en pure soie, au bord rouloté à la main, coûte entre 400 et 1000 €, parfois bien plus pour les éditions limitées ou les versions 140 cm en soie et cachemire. Sa collection est aujourd'hui estimée à plus de 250 000 € et peut-être davantage selon la rareté et la valeur de revente. Mais il ne se contente pas de les acheter. Il les étudie, les expose, les choisit selon l'humeur, le temps ou les souvenirs. Il a un jour déclaré que certains portaient encore le parfum de l'aéroport où il les avait trouvés. Bangkok, JFK, Lima, Roissy, ce sont ma carte du monde. Pour lui, ces foulards ne sont pas des symboles de statut, ce sont des talismans de survie. Je les porte comme une armure, a-t-il expliqué. Un carré de soie sur mes épaules me fait me sentir protégé, élégant, invisible et vu à la fois. Chaque motif a son importance. Certains représentent des chevaux et des chênes, d'autres des scènes mythologiques ou des rêves géométriques. Le foulard Hermès, c'est une histoire que l'on porte autour du cou, a-t-il confié au journal des femmes. Il murmure, mais ne crie pas. Fidèle à sa nature paradoxale, Villard est à la fois fastueux et ascétique. Il peut dépenser des milliers d'euros chez Hermès, mais refuser d'acheter des girolles trop chères au marché. Je ne paierai pas 76 € le kilo de girolles, plaisanta-t-il un jour. Mais je paierai volontiers 950 € pour un foulard avec un Pégase dessus. Lorsqu'on lui demande si ce n'est pas hypocrite, il répond sans hésiter « Pas du tout. L'un nourrit le ventre, l'autre nourrit l'âme. Il ne collectionne ni bijoux, ni costumes de créateurs, ni vins prestigieux. Il ne donne pas de fêtes, ne possède pas de voiture de sport, ne fréquente pas les restaurants étoilés. Pour lui, le luxe est tactile et poétique. Quelques pages de Marguerite Duras à la lueur d'une bougie, un foulard posé sur les épaules, et un silence suffisamment dense pour entendre battre son propre cœur. Lorsqu'on lui demanda un jour ce que signifiait la richesse pour lui, il répondit avec une désarmante clarté « Le temps, la paix, et de la bonne compagnie, et peut-être un foulard ou deux, ou 400. » Souvent qualifié d'énigmatique, Villard n'a pourtant jamais caché la douleur de sa vie personnelle. Né René Villard le 24 juillet 1946 dans un taxi à Paris, il n'a jamais connu son père. Arraché à sa mère alcoolique à l'âge de 6 ans, il a grandi dans des orphelinats, subissant des années d'abus, physiques et sexuels. Ils appelaient cela de la discipline, dit-il, mais c'était de la destruction. Enfant, il rencontra le père Engrand, l'homme qui lui fit découvrir la musique, la littérature et la foi. Plus tard, Daniel Cordier, héros de la Résistance, devint son tuteur et le lança dans la vie. Villard a toujours été ouvertement gay, dès les années 1960, un acte rare et courageux dans la France conservatrice de l'après-guerre, mais l'amour ne lui a jamais été tendre. Au Mexique, au début des années 1970, Hervé Villard pensa avoir trouvé ce qu'il avait toujours cherché, non seulement l'amour, mais l'appartenance. Elle s'appelait Consuela, mais il l'appelait Lala, une femme chaleureuse, libre, originaire du Chiapas,
fille de 2 enseignants, avec des yeux qui, selon ses mots, voyaient l'homme, pas la star. Ils se rencontrèrent après un concert au parc de Chapultepec, où il était adoré comme un dieu local. Si la France lui avait offert les applaudissements, le Mexique lui offrait des racines Lala, était un miroir de son âme, ni ébloui par la célébrité, ni effrayé par son homosexualité, ni écrasé par ses cicatrices. Dans son autobiographie du lierre dans les arbres, Villard décrivit leur relation comme à la fois romantique et spirituelle. « Nous avions passé un contrat, écrit-il, non pas pour vivre ensemble toujours, mais pour créer la vie ensemble. Nous voulions un enfant, notre Pedro. Il imaginait leur fils comme le plus beau, le plus intelligent, celui qui rachèterait tous les silences de mon passé. En Lala, il voyait non seulement une femme, mais la clé de la paternité, de la famille, du pardon. Je voulais rentrer auprès de quelqu'un, dit-il, border un enfant, réécrire mon début à travers lui. Mais ce rêve s'acheva dans la violence. Lala, enceinte et rayonnante, mourut dans un accident de voiture un matin, alors qu'elle voyageait seule. La perte le brisa. « Notre enfant est mort avant de pouvoir pleurer », confia-t-il un jour. Et avec lui, mon dernier espoir de briser le cycle. Pendant des années, il refusa de prononcer son nom. Quand il le fit enfin, il le murmura. Près d'une décennie passa avant que l'amour ne revienne, de façon inattendue, lors d'un vol Nice-Paris, assise à côté de lui. Kim Harlow, de son vrai nom, Alexandra Giraud, une danseuse du Lido, sublime, sculpturale, étoile montante du cabaret. Leur romance fut intense, fulgurante. Bien qu'il se soit toujours identifié comme gay, avec Kim, il connut autre chose, une forme de compagnonnage qui brouillait les frontières et les étiquettes. Ils emménagèrent ensemble dans un élégant appartement parisien, partageant des matins de café et de répétition, des soirées de rires et de tendresse. « C'était vrai », dira-t-il plus tard. « Elle m'a fait y croire à nouveau. » Il la demanda en mariage plusieurs fois. Elle y pensa. Ils tentèrent même, une nouvelle fois, d'avoir un enfant. Mais la vie répéta sa cruauté. En 1992, Kim Harlow mourut soudainement d'une méningite virale. Elle était enceinte. Hervé resta silencieux pendant des mois. Quand il parla enfin, ce fut dans France Dimanche, et sa voix tremblait jusque dans les mots imprimés. « 2 fois je suis passé près d'être père, et 2 fois la faucheuse me l'a pris. Qu'était-ce? Une malédiction? Une leçon? Ou simplement l'histoire telle qu'elle devait se dérouler ?» Il n'essaya plus jamais. « Cette porte, dit-il, s'est refermée, pas verrouillée, juste disparue. » Bien qu'il ait partagé sa vie avec des hommes et des femmes, Hervé Villard a toujours maintenu une certaine pudeur autour de ses relations. Il est ouvertement gay, mais refuse d'être une icône ou un drapeau pour qui que ce soit. « L'amour ne demande pas ton genre, » dit-il à Le Parisien. « Il demande seulement si tu es prêt. Et parfois, je l'étais. Mais la vie, elle, ne l'était pas. » En 2020, évoquant sa jeunesse, il se rappela un moment des années 1960 où il avait laissé entendre publiquement son homosexualité, plaisantant lors d'une interview télévisée que sa petite amie s'appelait Robert. Un geste audacieux pour l'époque, et risqué. La presse l'ignora, des magazines comme Salut les copains refusèrent d'en parler, et des producteurs l'avertirent que sa carrière pourrait s'effondrer s'il persistait. Mais il ne renia jamais ses mots. « Si je devais disparaître pour être honnête, dit-il, alors qu'il en soit ainsi. » Et pourtant, Hervé Villard reste un homme farouchement privé. « Ma vie n'est pas un gros titre, » confia-t-il un jour à Soir Mag. « Vous ne saurez pas qui j'ai aimé, qui m'a tenu la nuit, ni qui j'ai enterré. Ce que l'on sait, en revanche, c'est qu'il a aimé profondément, qu'il a pleuré avec autant de force qu'il a chanté, et que chaque soupir de méditerranéenne ou de nous porte le poids de ses pertes. Aujourd'hui, il n'a ni compagnon, ni enfant.
mais il parle de Pedro comme s'il avait réellement existé. Il aurait été courageux, dit-il, et libre. Il m'aurait appelé papa. Et parfois, lorsqu'il traverse son jardin au crépuscule, sous les 2 oliviers qui marquent le seuil de sa maison, il dit les sentir. Lala et Kim, présentes. Non pas comme des fantômes, mais comme une présence douce, silencieuse. Sa carrière, elle aussi, a connu des ombres. Bien qu'acclamé pour sa musique, Vilar a parfois suscité la controverse, surtout ces dernières années. En 2025, lors d'un concert à Nancy, il entra en conflit avec les organisateurs. Refus d'écran géant, critiques sur l'acoustique et exigence de retirer les logos municipaux. Certains fans le qualifièrent de arrogant et d'irrespectueux. Mais Vilar tint bon. Je devais interpréter de la poésie et de la chanson dans une salle intime, déclara-t-il. J'ai chanté dans une grange. Cette intransigeance, c'est du pur Hervé, émotif, fougueux, têtu, mais toujours sincère. Comme il le dit à Le Parisien, j'ai assez souffert pour dire ce que je pense. Aujourd'hui, à 80 ans, Hervé Vilar avance avec la lenteur mesurée d'un homme qui n'a plus rien à prouver. Il partage son temps entre 2 mondes très différents. Le calme pastoral de la Celette, où il cultive ses souvenirs et ses oliviers, et la vitalité culturelle de Paris, où son héritage continue de résonner dans les salons, les théâtres et les studios. S'il ne cherche plus la lumière, il n'a pourtant pas disparu, bien au contraire. En 2025, il surprend la critique en rejoignant la distribution d'une pièce de théâtre provocante et irrévérencieuse intitulée « Charles Péguy, ta mère et tes copines, j'en ai rien à foutre ». Mélange d'absurde et de commentaires politiques, la pièce, jouée à Montreuil dans une salle confidentielle, devient rapidement un phénomène culte. Vilar y incarne une version satirique d'un poète mourant, mi-fantôme, mi-philosophe, livrant des monologues sur la mémoire, la décadence et la révolte. Lorsqu'on lui demande pourquoi il a accepté ce rôle, il répond « Parce que ça parle de tout ce que j'ai vécu. J'ai été oublié et rappelé 1000 fois. » Plus récemment, il s'est tourné vers le mentorat, accompagnant un petit cercle de jeunes auteurs de chansons. Pas de conseils commerciaux, mais une quête de justesse et de lyrisme. On ne chante pas à 80 ans comme à 25, dit-il à France Dimanche. Mais on chante encore, on ressent encore, et certaines histoires demandent encore à être racontées. L'une de ses nouvelles collaborations, avec un jeune auteur-compositeur de Lyon, serait un album concept inspiré de sa relation avec Marguerite Duras et de son enfance en orphelinat. Ce n'est pas un album à vendre, précise-t-il. C'est un album pour terminer une phrase que j'ai commencée en 1965. Son quotidien à la Celette est en soi un poème. Les matinées commencent par une promenade autour de l'étang avec ses 2 chiens, suivis d'un petit déjeuner simple, café noir, fruits, tartines, pris sur une table en fer forgé face au jardin. Puis, des heures de lecture ou d'écriture. Le déjeuner est souvent un plat unique, parfois cuisiné avec des légumes de son potager. L'après-midi, il écrit. Parfois de la poésie, parfois des lettres qu'il n'envoie jamais, et certains soirs, il verse un verre de vin, enroule un foulard Hermès autour de son cou et écoute des vinyles de Piaf ou des lectures d'Aragon. Bien que sa fortune soit estimée à 185 millions d'euros, Vilar mène une vie sans excès. Ses meubles sont usés mais chéris. Il ne possède pas de voiture, amis ou taxi l'accompagnent quand il se déplace. Sa dernière « folie », selon le journal des femmes, fut un service de couverts anciens en argent, simplement parce qu'il lui rappelait son premier dîner avec Daniel Cordier. Lorsqu'il est à Paris, il loge dans son petit appartement du 5e étage, près de la Sorbonne. Pas de portier, pas de chauffeur, pas d'assistant. J'aime le train, dit-il. J'aime arriver à pied. Pour ceux qui ne se souviennent que de l'homme qui chantait « Caprice est fini », ce nouveau Vilar peut sembler un vestige. Mais pour ceux qui tendent mieux l'oreille, il chante toujours. Plus doucement, mais avec plus de vérité que jamais.
Lorsqu'on lui demande récemment s'il a peur d'être oublié, il sourit simplement. Je l'ai déjà été une fois ou deux, et je suis encore là. Et peut-être que l'image la plus fidèle de ce qu'est Hervé Villard aujourd'hui ne se trouve ni dans une salle de concert, ni à la une d'un journal, mais dans cette phrase qu'il murmura un jour, dans un moment de vulnérabilité: « J'ai reconstruit ma vie comme j'ai reconstruit ma maison, avec des pierres brisées et de la lumière empruntée. » D'un orphelinat parisien à un presbytère paisible dans le Cher, il a transformé la douleur en poésie, le chagrin en héritage. Ses foulards, ses livres, ses oliviers, ce ne sont pas des objets de luxe, ce sont ses amarres. Et vous? Si vous aviez sa fortune, choisiriez-vous le silence ou la lumière? Voudriez-vous vivre dans le passé ou bâtir quelque chose de nouveau à partir de lui? Dites-le nous en commentaire. Et si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour d'autres voyages au-delà de la musique et derrière la célébrité.